Donc, Monsieur Omotunde, moi j'ai fait, pour préparer l'émission, j'ai posé des petites questions à droite, à gauche, à mes collègues, un peu à tout le monde, à savoir effectivement comment ils se définissent, d'où ils viennent. Donc on a une pléthore de réponses, on dit Guadeloupéens, nous sommes Caribéens, nous sommes éventuellement descendants de Kalinago, d'Arawak, l'Europe aussi ressort, le côté hexagonal, le côté français aussi ressort, et j'ai dû effectivement la plupart du temps induire et ton côté africain. Pourquoi n'arrivons-nous pas justement à mettre en avant cette partie de notre histoire? Comment vous définissez un Guadeloupéen? Comme un Caribéen? Non, il faut savoir que l'affaire en fait remonte à une histoire récente, c'est-à-dire c'est celle des razzias négrières, de l'esclavage, de la colonisation. C'est-à-dire que comme il y a eu le projet d'avoir un être humain ramené au niveau de la machine, il fallait carrément effacer sa mémoire. Et cet effacement de mémoire a été quand même relativement long, c'est-à-dire tout le temps de l'esclavage, mais a perduré avec la colonisation, la néocolonisation. Et le travail, je dirais, objectif, qui a été celui de la science, n'est pas toujours relayé par les médias. Il y a une espèce de volonté de maintenir un statu quo et un certain aussi niveau de confusion, alors que la confusion n'est pas propice à ce qu'on appelle tout simplement le vivre ensemble, ni au fait de bâtir un projet de civilisation, un projet de société. Et c'est vrai que je le vois d'autant plus que la perception de l'origine monogénétique de l'humanité, c'est pas quelque chose qui est vraiment encore ancré. C'est-à-dire que le fait que l'homme, tous les hommes de la planète, peu importe leur variété, peu importe leurs différences externes, sont tous issus du génome africain. C'est-à-dire qu'il y a un seul génome, c'est le génome africain. Donc vouloir dire mais j'ai aussi des parents chinois, mais les Chinois même ont fait leur test d'ADN, ils peuvent vous dire précisément quand est-ce qu'ils ont quitté l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils savent que les premiers hommes qui sont arrivés en Asie étaient des Africains. Et après, il y a eu tout simplement cette mutation due à la particularité du climat. Vous voyez? Mais la chose, c'est que ces gens-là ne sont pas partis du jour au lendemain. Il faut voir qu'aujourd'hui, la recherche a montré que les hommes modernes, c'est-à-dire comme vous et moi, ont existé en Afrique en 350 000. Quand vous dites qu'ils ont quitté l'Afrique aux alentours de 80 000, ça fait que pendant pratiquement plus de 200 000 ans, vous avez eu des hommes modernes qu'en Afrique. Maintenant, si vous avez des hommes doués de la capacité totale des possibilités du cerveau, comment voulez-vous que cette humanité, vous voyez, ait été même en retard par rapport aux autres? Parce que ça entraînerait un dysfonctionnement du cerveau, il y aurait une tare. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et autre chose, c'est que ces gens-là sont partis déjà avec un background sur le plan scientifique, sur le plan social, des us et coutumes, et c'est ça qui fait qu'avec le climat, nous avons eu des cultures humaines qui se sont tout simplement différenciées par l'adaptation à l'environnement. Vous voyez? Bon, maintenant, quand on vous parle de l'homme de Néandertal, vous avez remarqué que très souvent, les Européens discutent entre eux. Quand on parle de l'origine de l'homme, on a l'impression que c'est une affaire exclusivement occidentale, parce que vous n'avez pas de chercheurs venant des pays du Sud. Bon, quelle est la problématique? Toutes les variétés d'hominidés viennent du continent africain. Mais tout le monde sait que tous les hominidés n'ont pas quitté le continent africain. Ça veut dire l'homme de Néandertal qui venait d'Afrique, tous les hommes de Néandertal n'ont pas quitté le continent africain. Donc venir dire que l'homme moderne africain a rencontré le Néandertal quand il est sorti, ce n'est pas sérieux. Vous voyez, il faut être quand même un minimum honnête, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des hommes d'espèces différentes qui se fréquentaient dans le terrain africain. Bon. Mais l'histoire occulte, enfin l'histoire telle qu'on la raconte voilà, maintenant, c'est-à-dire qu'on essaye, si vous voulez, de faire de la géopolitique dans le cadre de débats scientifiques. Et on voit que la géopolitique entraîne l'idéologie, et l'idéologie va naturellement fausser la conclusion qui sera faite par rapport aux analyses. Donc c'est cela. Maintenant, la chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le sentiment. C'est-à-dire, c'est pas le fait que les gens ne savent pas qu'ils sont originaires d'Afrique, c'est qu'ils ont le sentiment que ça ne participe pas à leur valorisation. Vous
voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est pas un atout. C'est pas un atout. C'est-à-dire que quand on ne sait pas cultiver, parce qu'on est de toute façon l'ambassadeur de ses ancêtres, qu'on le veuille ou non, quand on ne sait pas cultiver, quand on n'a pas eu l'opportunité de revenir sur les faits, donc on est dans le cadre du sentiment, et le sentiment vous rend complètement malléable, c'est-à-dire vous perdez toute forme d'objectivité. Vous voyez? Parce que vouloir dire que, par exemple, nous aurions des racines amérindiennes, il faut quand même savoir que les premiers habitants de l'Amérique sont des Africains. Il faut se mettre d'accord au minimum sur les Olmecs. Les Olmecs, au Mexique, vous voyez, qui était ce qu'on dit la civilisation du caoutchouc, ce sont ces Africains qui ont fondé les savoirs en Amérique du Sud. Et je tiens quand même à rappeler que le spécialiste de la question, M. Ivan Sertima, est venu à Paris, a fait une conférence de plusieurs heures sur cette question, et à l'issue de sa conférence, il y a eu des articles de presse qui ont été faits dans la presse française, et je pourrais vous montrer certains articles qui commencent en disant que personne ne pourrait imaginer que des Noirs aient pu faire œuvre de civilisation en Amérique du Sud dans l'Antiquité. Même M. Sertima est venu relever ce défi avec des preuves qu'il a montrées, exposées, donc à un parterre de scientifiques français. Maintenant, la chose, c'est que il y a, en dépit du fait qu'un événement important est arrivé, en dépit du fait qu'on a trouvé des tombeaux africains dans la Caraïbe plus anciens que les Amérindiens, vous constatez qu'il y a une espèce d'omerta d'une réalité. Pourquoi? Parce qu'on veut faire croire aux Africains de la Caraïbe que ce sont les fonds de cale de bateaux négriers qui les ont emmenés ici. Mais justement, puisqu'on commence à se définir, et c'est ce qui pose un peu problème actuellement, c'est qu'on commence à se définir, nous, à partir justement de notre arrivée ici en Guadeloupe. Je vais vous dire quelque chose. En m'entretenant avec les spécialistes du Venezuela, ils vous diront qu'il n'y a aucun Amérindien qui est originaire ni de la Guadeloupe, ni de la Martinique. Ils venaient tous du Venezuela. Vous voyez, c'est-à-dire que leur point de départ, c'est le Venezuela. Donc, lorsqu'ils font leurs humanités classiques amérindiennes, ils commencent par le siège social historique qu'est le Venezuela. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. La Caraïbe n'a pas été une terre de fondation de civilisation. C'est-à-dire une terre de transit plutôt. Voilà. C'est-à-dire que les civilisations fondées ailleurs sont arrivés sur les territoires de la Caraïbe. Mais la Caraïbe, il n'y a pas eu de royaume dans l'Antiquité avec des rois qui géraient quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous allez retrouver ça dans l'espace donc de l'Amérique, hein, c'est-à-dire le continent américain, le continent africain, le continent européen. Vous voyez l'affaire? Donc ça veut dire que il ne faut pas, pour des raisons géopolitiques liées à la prédation économique, faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, vous voyez, et qu'on trouve des personnes enterrées avec un chien, et qu'on dit qu'on ne sait pas pourquoi, dans la Caraïbe et chez nous en Guadeloupe, il y a des tombeaux où les gens sont enterrés avec un chien, je suis obligé de rappeler à tous ceux qui sont amnésiques que dans la tradition de l'Égypte pharaonique, ce chien s'appelle Anubis. Et que c'est lui qui guide le défunt dans la place de la vérité où son cœur va être jugé par rapport à la mat. Et que quand on voit ça, on voit bien qu'on a affaire à une civilisation précise, de par l'agencement du tombeau. Alors venir maintenant dire que quelqu'un qui a été enterré avec un chien, et par rapport à d'autres tombeaux où on n'a pas ce genre de tradition, que finalement ce serait un peu la même chose et machin, les gens n'ont pas été enterrés avec des poules ou avec des cabris. On ne trouve qu'une tradition ancienne où les gens sont enterrés avec des chiens, et une tradition plus récente où les gens sont enterrés point, dans les conditions d'esclavage. Donc ce qui veut dire que moi je peux vous sortir des fouilles archéologiques faites par des Français dans la Caraïbe, je peux vous parler de leur intervention dans des débats. Il faut savoir qu'il y a à peu près tous les 4 ans un débat mondial sur la présence africaine dans l'espace caribéen sud-américain qui se déroule à l'Université du Brésil.
pour lequel on a quand même des documents. Et qu'aujourd'hui, tout le monde sait très bien que les premiers Africains qui ont été vivre au Brésil sont arrivés 50 000 ans avant les Amérindiens. Et je tiens quand même à rappeler que c'est le laboratoire de Gif-sur-Yvette, énergie atomique, qui a fait les datations, qui a trouvé une première date, et ensuite c'est le laboratoire de l'université de l'Australie qui a fait une deuxième datation, méthode isotopique à l'argon, et qui a trouvé la date, tenez-vous bien, de 60 000. Okay. C'est-à-dire que vous avez des sites habités au Brésil qui remontent à 60 000. Maintenant, quand on vient vous dire qu'on a trouvé un crâne, le crâne de Lucia, donc par rapport à Lucie, vous savez, Yves Coppens avait trouvé Lucie, et on a trouvé un crâne antérieur à celui de Lucie. Et on a trouvé un crâne, Lucia, qui montre que véritablement le faciès était africain. Mais si vous prenez l'étude faite par l'équipe de recherche, on a trouvé plus d'une centaine de crânes. Comment ça se fait qu'on a trouvé plus d'une centaine de crânes et on médiatise à la télévision qu'on a trouvé un crâne? Mais on est au courant de cette omerta de... Oui, mais c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes obligé de vous poser des questions. Moi, je vois que, imaginez-vous bien, que toutes les civilisations des pyramides se trouvent en Amérique du Sud. Et on vous dit que l'Amérindien est venu par le nord, détroit de Bering, le Canada. Pourquoi il n'a pas fait des pyramides là-haut? Pourquoi les pyramides ne sont que là où les Noirs se sont installés? Est-ce qu'un tipi amérindien était orienté par rapport aux 4 points cardinaux? C'est-à-dire, si vous allez dans le Dakota, est-ce que l'Indien qui a fait son tipi l'a orienté par rapport aux 4 points cardinaux? Parce que la pyramide que vous avez en Amérique du Sud, elle est orientée par rapport aux 4 points cardinaux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut discuter pendant 20 000 ans. Mais la chose que je dis, c'est que les gens qui sont du camp d'en face n'ont pas d'argument scientifique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la science, de toute façon... Il n'y a pas d'argument. C'est-à-dire, on fait de la diversion. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Oui, ils n'ont certes pas d'argument, mais l'opinion publique tend justement plutôt à créditer. Je vais vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle l'archéologie linguistique, qui montre que, premièrement, un nomade ne sait pas fonder une cité. Parce que le nomade, comme il se déplace, c'est l'œuvre des sédentaires. Donc les fondateurs de cités, ce sont les Africains. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on prend les noms autochtones des cités dites amérindiennes, vous avez le même nom en Afrique. Et il y a une documentation relativement riche qui montre que même les mots comme Karukera, Madidina et compagnie ont un contexte d'explication, et je tiens quand même à rappeler que vous prenez un dictionnaire hiéroglyphique, vous trouvez Karukera. Et vous savez ce que ça veut dire, Karukera? Les hautes terres et les basses terres de Ra. C'est-à-dire les hautes terres et les basses terres de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire par là? Donc, il fait qu'il y a quand même... C'est vrai que quand on regarde notre île au loin, on voit un côté océan, un côté océan plat. Donc, on comprend un peu ça. Mais tout ça pour dire, en fait, que dans le fond... On n'avait pas les appellations de terre et basse terre. Non, c'est-à-dire que... Comment peut-on simplement comprendre ça? Parce que c'est des débats aussi qu'on a des fois à l'UNESCO. De cette histoire, on n'a que le point de vue des Européens. Parce que les Européens font un monologue historiographique. Vous ne voyez pas, par exemple, de chercheurs amérindiens. Parce que Yvonne Sertima, qui s'est entretenu avec les historiens, les spécialistes archéologues d'Amérique du Sud, ils ont tous reconnu que les fondations de leur civilisation viennent des Africains. Oui, mais il n'y a même pas de discussion. Entre la reconnaissance et la publication à grande échelle, il y a une marge. Je vous dis, le professeur Yvonne Sertima qui a écrit quoi? Ils étaient là avant Colomb. Vous voyez l'affaire? Donc, quand il a fait cet ouvrage-là, il s'est entretenu avec les spécialistes, il a vu des documents, et les gens lui ont montré des documents qui venaient d'Afrique. C'est-à-dire des pièces archéologiques qui venaient d'Afrique, sur lesquelles personne ne conteste ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces pièces, vous ne pouvez les voir que si vous vous déplacez au Mexique. Vous allez au musée, comme beaucoup de personnes, parce que je tiens quand même à dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui m'ont écouté parler de ça. Ils ont pris un billet d'avion, ils ont été là-bas. On vérifie. Ils sont revenus, ils m'ont dit, non, monsieur Motonde, c'est au-delà de ce que vous disiez la dernière fois quand vous en parliez. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas de doute que ce sont des Africains. Attendez, quand quelqu'un a des cheveux afro, on sait quand même reconnaître des cheveux afro. Maintenant, quand vous avez une tête qui fait près de 4 tonnes, avec des cheveux afro,
vous allez quand même pas me dire que vous allez confondre un type qui a un nez, pâté de lèvres épaisse et un cheveu afro avec un Suédois. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez, donc les gens étaient voir, et les gens m'ont dit, non, c'est pas une plaisanterie. Parce que dans les musées de la Venta, tout ce qu'on a vu là, c'est véritablement le fond même de l'histoire africaine. Mais je tiens quand même à bien expliquer les choses, c'est très simple. C'est simplement parce qu'on veut faire croire à la variété africaine qui a été déportée, arrachée du continent africain à l'époque de l'esclavage des races négrières, que nous aurions découvert ces territoires par l'entremise des bateaux négriers. Je tiens quand même à vous dire que comme monsieur le maire de Nantes m'a invité à faire une conférence, justement, faire une rencontre d'histoire avec les historiens de Nantes et compagnie, ça a commencé comme ça. Les gens ont commencé par dire que oui, ces Africains qui ont découvert le nouveau monde par l'entremise des bateaux négriers. Je leur ai dit, vous arrêtez ça tout de suite, hein. Parce que moi, je ne rentre pas dans ces bêtises-là. Mais c'est ce qui a été enseigné. On a l'impression que la civilisation noire est née pendant l'esclavage. Moi, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde allait en Amérique. Après, il y a eu les Chinois qui ont été en Amérique. Mais il y a ça aussi qu'on ne dit pas. Il y a eu les Indiens qui ont été en Amérique. Et je vais vous dire une chose. Il y a des statues de divinités en Inde qui tiennent à la main le maïs. Compte tenu du fait que le maïs ne poussait qu'en Amérique du Sud, est-ce que vous pouvez me certifier que c'est par chronopost qu'un Indien dans l'Antiquité se serait fait livrer du maïs qui fait qu'il est représenté en statue avec le maïs à la main? Parce que si c'est pour montrer des documents, moi, il n'y a aucun problème, hein. Parce que ça va être de l'artillerie lourde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être de l'artillerie très lourde. Parce que le professeur qui a fait les documents, les photos, c'est un Américain qui demande même aux chercheurs occidentaux d'arrêter de dire que les Africains n'ont pas été, que les Chinois n'ont pas été, que les Indiens... Il faut arrêter de dire ça. La seule personne qui n'y avait pas été, c'est nous. On y a été à l'époque de colons. Mais tout le monde y allait avant. Mais les premiers à être arrivés, ce sont les Africains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Chine, qui est devenue une superpuissance, a négocié avec les États sud-américains le rapatriement des œuvres artistiques prouvant la présence chinoise en Amérique du Sud. Et donc, si vous voulez voir ces preuves-là, il faut aller au musée en Chine. Parce que c'est à Shanghai. Ils ont rapatrié. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, mais ils ne nient pas la provenance. Non, mais attendez. On a un Memorial Act. Pourquoi on n'a pas une tête d'Olmec, même en miniature, au musée? Parce que ce n'est pas l'intention de ceux qui sont à l'origine de ce projet. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que soit on fait de la diversion historique, mais ça se voit tout de suite, parce que vous allez dans une bibliothèque, vous faites un petit voyage dans un musée, vous dites, ah tiens, c'est bizarre cette affaire. Comment ça se fait que c'est si important Parce que vous savez, moi, depuis que j'ai demandé aux gens d'ici, donc aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais, quand vous voyagez, allez dans les musées, arrêtez d'aller à Punta Cana pour faire les magasins. Allez au musée, vous allez voir ce qu'il y a dans les musées. Mais les gens ont été, les gens ont vu. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Des fois, je vais même au musée par hasard et je découvre que les gens qui étaient en vacances sont là. Et je fais même des fois la visite du musée pour leur présenter les pièces. Hein, des fois, il y a des enfants, parce que dans les établissements, je dis aux enfants, dites à vos parents que dorénavant, quand on voyage dans un pays, la première chose qu'on fait, c'est aller dans le musée. Et si on ne sait pas où se trouve le musée, on se rapproche de l'Office du tourisme qui va nous donner tous les musées d'égyptologie, les musées africains et tous les autres musées de l'Antiquité. Et vous consacrez un minimum une après-midi à ça. Ah ben les gens ont vu maintenant. Hein. C'est-à-dire les gens ont bien vu que dans les musées, il y a des choses, il y a des objets qui prouvent qu'il y a eu une autre histoire et qui n'est pas conforme à l'espèce de chikungunya qu'on raconte aux gens aujourd'hui. Alors comment ça s'est passé justement, ce récit historique dominant? Comment est-il arrivé? Comment on a réussi justement à effacer tous ces grands accomplissements de la civilisation? Non, mais c'est-à-dire que ça, c'est des faits de civilisation classique. Vous savez que, par exemple, quand on étudie l'histoire des Gaulois, on a les éléments émanant des Romains. Et les Romains ont des termes relativement péjoratifs sur les Gaulois. Lorsque vous étudiez l'histoire des femmes
dans l'Antiquité européenne. Vous savez que le discours sur les femmes a été fait par des hommes qui étaient fondamentalement misogynes. Donc tous les discours que vous avez sur les femmes sont fondamentalement négatifs. Est-ce que vous voyez ce que je dis par là? C'est-à-dire que l'histoire, c'est une affaire de documentation. Et quand vous n'avez pas accès à la documentation, ou quand vous n'avez pas le pouvoir pour imposer votre documentation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui viennent raconter une histoire qui serait proche de Blanche-Neige et les 7 nains. Comme on dit, les vainqueurs écrivent l'histoire. C'est-à-dire que, non, le problème, c'est pas que, non, vous savez, mon problème, c'est pas que le vainqueur écrit l'histoire, hein. C'est la propension à être mythomane. C'est-à-dire qu'il faut quand même se fixer des limites. Les Grecs ont tout inventé. Alors je vais vous résumer ce que c'est que l'historiographie occidentale. L'historiographie occidentale, c'est quand c'est une vertu, ça n'appartient qu'aux Occidentaux. La démocratie est grecque. Mais dès que c'est une tare, par exemple l'esclavage, oh non mais tout le monde a fait l'esclavage, est-ce qu'on pourrait la faire? C'est-à-dire qu'on peut résumer leur historiographie à ça. C'est-à-dire quand c'est une vertu, c'est privatisé. Mais vous savez que les historiens asiatiques disent la même chose. Hein. Ils disent, mais vous avez une propension à privatiser quand c'est positif et à démocratiser quand c'est négatif. Mais ce dont vous parlez là, s'il n'y avait pas eu l'apport de civilisations extérieures à l'Europe, telles que la civilisation africaine dans l'Antiquité, la civilisation étrusque, qui a été à l'origine du latin. Parce que, regardez une chose quand même qui est assez extraordinaire. On nous a fait quoi pendant longtemps que le latin était l'invention des Européens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit qu'on a caché le fait qu'il y avait une civilisation africaine qui vivait en Italie et qui écrivait déjà le latin, parce que c'était des Noirs qui vivaient en Europe avant l'arrivée des Européens au milieu du 2e millénaire. Donc ces Noirs-là avaient inventé le grec. Et c'est pour ça qu'en grec, il n'y a pas de mot pour dire écriture. Il dit la chose des Cananéens. Et les Cananéens, c'est qui? Tout le monde sait que les sont des Noirs. Et la chose, c'est que l'écriture en Italie, c'était la branche qui avait quitté, donc la branche noire qui avait quitté la Grèce et qui s'était installée en Italie. Et quand les Européens sont arrivés en Italie, ils ont copié. Et vous savez quoi? On ne peut même pas discuter. Vous savez que les lettres de l'alphabet, en Grèce, c'est alpha, bêta, gamma. Mais les lettres avaient été modifiées chez les Étrusques, ce qui donnait A, B, C. Donc vous avez A, B, G chez les Pélages, donc qui étaient les Noirs qui vivaient en Grèce, et A, B, C chez les Étrusques. Et que vont faire les Européens? Ben, ceux qui vont vivre au contact des Pélages vont faire A, B, G, et ceux qui vont vivre au contact des Étrusques vont faire A, B, C. Et comme on a hérité de cela, ben, on dit A, B, C, D. Mais c'était pas ça qu'on disait à l'origine, parce que tout le monde sait que c'est alpha, bêta, gamma. Donc vous voyez, sur ces choses-là, il n'y a même pas matière à discussion. Bon, maintenant, la chose c'est quoi? Lorsque nous basons la perception que nous avons du passé de l'humanité sur ce qui a été raconté à l'époque de la colonisation et de l'esclavage, il y a une chose que des deux côtés de l'hémisphère, c'est-à-dire l'hémisphère nord comme l'hémisphère sud, parce que c'est le même problème que je rencontre dans les débats aussi en Europe, c'est qu'une histoire écrite dans un contexte colonial n'est pas la vérité. Il faut quand même un moment que les gens se mettent ça dans la tête. Ce n'est pas la vérité. Une histoire écrite dans un contexte colonial ne raconte que des histoires dormir debout. Et que vous ne pouvez pas fonder votre analyse existentielle sur cette espèce de truc qui n'a ni queue ni tête. Alors, quelques faits d'histoire. Qui a inspiré qui? Alors, il faut savoir que le fait que l'humanité soit née en Afrique et qu'elle a eu près de 250 000 ans d'avance sur les autres formes, enfin sur les autres civilisations, et que les groupes humains ont quitté l'Afrique pour aller s'installer en Mésopotamie, en Chine, jusqu'au Japon, en Russie et ailleurs, la civilisation a un tronc commun qui est africain. C'est valable pour les Chinois, c'est valable pour les Arabes, c'est valable pour les Européens, c'est valable pour les Amérindiens. Et lorsque je vois quelqu'un venir dire qu'un Africain déporté à l'époque de l'esclavage a appris quelque chose d'un Amérindien, vous savez, il n'y a que parce que la personne a bu jusqu'à la lie le n'importe quoi historique de ceux qui organisent le colonialisme pour fonder la prédation intellectuelle de l'humanité entre le Nord et le Sud, qui colportent des choses pareilles. Parce
Parce que l'Africain est dans un contexte politique, dans un royaume, organisé avec des ministres, des ministères. Vous voyez ce que je veux dire par là? On dit que l'Afrique était organisée en termes d'État même. Mais avec des États, c'est-à-dire que quand vous regardez avec des constitutions, vous avez le ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Économie, ministre de tout ça. Et les cités, les capitales des royaumes sont construites le long des fleuves parce qu'on se déplace par des immenses bateaux, ce qui permet, donc les fleuves sont les autoroutes, et on se déplace de ville en ville, et toutes les villes sont le long des fleuves, des grands fleuves. Il faut voir, les fleuves sont immenses quand même aussi. Hein. Bon. Et vous avez quelqu'un qui vient d'un complexe politique organisé avec raffinement, que vous allez comparer avec des Amérindiens qui... Et le comparatif avec l'Européen, alors, à cette même période? La chose c'est que, si vous voulez, les rapports évoluent. Lorsque l'Européen arrive au milieu du deuxième millénaire, donc dans ce qu'on appelle la Grèce, c'est-à-dire qui fait les invasions, bon, je dirais lui-même reconnaît qu'il est inculte, hein, bon, il suffit de regarder les documents, mais il constate qu'il est particulièrement belliqueux. C'est-à-dire qu'il brûle les forêts, il brûle les champs, enfin il est déjà en conflit avec lui-même, donc le conflit va dégénérer avec ceux qui sont là. Mais la chose c'est que comme il est nomade, et il n'y connaît rien à la vie sédentaire, et vous savez que quand vous avez planté une graine, il faut du temps pour récolter, et pour voir qu'après il faut faire la farine pour faire du pain, il se dit, bon ben il faut que je patiente quand même avant de le mettre à mort, parce que je ne sais pas où il veut en venir quand il a fait la farine, il fait quoi avec après. Donc il y a eu un temps d'enseignement avant de chasser les populations, mais ça c'est Hérodote même qui le dit, c'est-à-dire qu'il y a une transmission d'informations. Maintenant, la chose qui se passe, je vous donne des exemples simples. Vous savez que quand on fait les défilés, par exemple d'Akio, hein, on met les pâches à bananes, on défile. Est-ce que vous savez, dans pratiquement tous les pays européens, il y a les mêmes défilés? La chose c'est que s'il y a des télévisions qui sont là pour montrer les cultures des peuples européens, pourquoi quand ils font leur défilé à Kyo, ça ne passe sur aucune chaîne de télévision? Mais comment ça se fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant de la date à laquelle ça se passe? Parce que si les gens, si vous venez me voir, vous me dites quand est-ce que je vous donne les dates, je vous montre les photos, je vous montre les vidéos, moi j'ai des vidéos, j'ai des photos, est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que pourquoi? Comme c'était les Africains qui vivaient là, les Africains ont montré une relation avec l'environnement qui est basée sur un échange de vibrations. C'est pas débouler pour débouler, non, c'est échanger de la vibration de la joie.